Avec Patrick Vivray. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci de nous accorder ce petit temps post-débat. Vous venez de participer à un échange autour de la notion de travail. Et finalement d'ailleurs, est-ce qu'on peut encore parler de travail? C'est quoi la distinction entre travail et emploi? C'est quoi avoir un emploi? J'imagine que ça a été foisonnant cette discussion. Alors d'abord c'était un débat sur l'avenir du travail et en ce qui me concerne, j'ai insisté sur le fait qu'on ne pouvait parler de l'avenir que si on regardait en même temps loin dans le passé du travail. Parce que par exemple, ce regard rétrospectif permet de comprendre que le travail au sens historique et étymologique, c'est un labeur qui est pénible et qui est marqué par une dépendance. Et donc de ce point de vue-là, c'est légitime de réduire ce travail contraint et de le remplacer par du travail machine. Et c'était vrai du travail industriel, du travail agricole, et c'est vrai aujourd'hui avec la révolution numérique de toutes les tâches répétitives et pénibles qui peuvent être remplacées par exemple par des ordinateurs. Mais ce temps ainsi libéré sur le travail contraint, il est destiné à être réinvesti dans ce que la philosophe Hannah Arendt appelait l'œuvre. Si on veut à tout prix utiliser le mot travail, il faut, comme le faisait André Gorz, parler à ce moment-là du travail choisi, où là, le trépied, c'est le droit à un revenu, une protection sociale décent, le droit à être reconnu comme utile dans une société et le droit à construire sa propre estime de soi en fonction de cette reconnaissance sociale. Et donc on comprend bien que parler par exemple de valeur travail, si on n'a pas dit préalablement je parle du travail contraint ou je parle du travail choisi, c'est totalement créer des conditions d'opacité. Mais alors pourquoi justement dans le débat, pourquoi on ne précise pas ça? Pourquoi on ne précise pas travail contraint ou travail choisi? Ah là, pour le coup, parce que évidemment l'intérêt de classes possédantes qui aiment à avoir des serviteurs à leur service, eux, c'est leur intérêt de ne pas faire cette distinction. Parce que du même coup, quand ils parlent de réhabiliter le travail ou de la valeur travail, bah, c'est une façon de dire, moi, j'ai la possibilité d'employer des domestiques anciens ou des domestiques modernes à mon service. Et du coup, je ne me pose pas la question de ce que le Bureau international du travail appelle par exemple le travail décent. Puisqu'on est arrivé aujourd'hui à des situations telles, soit parce qu'il y a des travailleurs pauvres, soit parce que la nature du travail est devenue qualitativement tellement dégradée qu'on l'appelle du travail indécent, ben évidemment, ça a l'intérêt des classes possédantes, c'est que ce débat-là, ce discernement sur le travail, il ne soit pas posé. Parce que si on prend par exemple la question de la réduction de la durée du travail, on comprend bien que vu du travail indécent, du travail servile, du travail pauvre, etc., c'est pas 35 heures qu'il faut faire, il faudrait réduire plutôt du côté de 20 heures. Et par contre, libérer le temps d'énergie humaine qui est consacré à l'œuvre et au travail choisi. Du coup, là, je me dis qu'en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, on est peut-être dans une bonne conjonction des étoiles, on a l'impression que tout le monde peut vraiment commencer à impacter, peut commencer à comprendre au moins qu'il faut impacter et qu'il faut changer, qu'il faut agir. Qu'on soit une grosse entreprise, une collectivité, une association ou un citoyen évidemment. Est-ce que j'ai raison de penser ça ou est-ce que non, on n'y est vraiment pas encore et il y a encore beaucoup de boulot pour que tout le monde comprenne qu'il faut changer? C'est-à-dire, comme dans toutes les périodes de mutation historique, il y a une double polarisation. Donc il y a la polarisation créative, celle que vous évoquez et qui est réelle, mais il y a aussi la polarisation régressive, celle que William Reich, dans les années 30, dans Psychopathologie du fascisme, appelait la peste émotionnelle. Et là, c'est les logiques de repli identitaire, c'est les logiques, s'ils sont au chômage, c'est parce qu'ils sont fainéants, etc. Donc il faut être capable de déplacer le curseur du côté de la polarité créative et dire par exemple, il y a un nombre toujours plus considérable de personnes qui aspirent à sortir du travail contraint pour aller vers le travail choisi. Si on prend par exemple les 3 millions de personnes qui ont fait un burn-out ou qui sont menacées de burn-out, c'est typiquement des personnes qui ont des projets de vie, qui ont des métiers, puisque le mot métier à l'origine,
ça veut dire ministère mystérieux, ça veut dire projet de vie. Donc au lieu de les considérer comme des charges, on devrait les considérer comme des chances. Ce sont des personnes en transition vers le nouveau pacte social qui est fondé sur l'œuvre plutôt que sur le travail. Mais là, c'est la logique de la polarisation créative qu'il faut organiser. Un tout dernier mot, c'est plus un dernier jeu d'ailleurs. Si vous aviez, c'est vraiment un exercice de style, si vous aviez tous les pouvoirs ou la toute-puissance, que vous aviez une seule décision à prendre pour qu'on aille mieux ou pour qu'on se mette sur orbite en tout cas, pour changer enfin tous ces climats, c'est le thème d'ici, ce serait laquelle cette décision que vous prendriez? D'abord, ça serait une décision en termes de puissance créatrice. Là aussi, le mot pouvoir, il n'a pas le même sens, suivant qu'on l'utilise au sens grammatical du terme, auquel cas c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération, ou qu'on en fait un substantif qui suffit à lui-même, et ça devient un pouvoir de domination. Donc, s'il y a une décision à prendre, c'est une décision au service de la puissance créatrice qui va dans le sens de ce qu'Amartya Sen appelle les capabilities, c'est-à-dire la capacité des êtres humains à développer leur pleine potentialité créatrice. Donc je créerai des vraies chambres de métier, en entendant le métier au sens de projet de vie, c'est-à-dire des espaces d'accompagnement, soit éducatifs, soit pour des personnes qui sont en bifurcation de vie, pour les aider à passer de la logique du travail à la logique de l'œuvre et du métier. Eh bien, chiche. Merci beaucoup, Patrick Vivray. Merci à vous.